Moi, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait Rust, qui est un langage de programmation qui a été développé par Mozilla Labs, qui est un langage de programmation plus orienté système. Donc en fait, l'idée, c'est de remplacer le C. Peut-être vous en avez fait, mais j'imagine plutôt dans vos études si vous ne faites pas trop d'embarquer. Et donc c'est toujours un peu plus dur, notamment si vous travaillez en Java, JavaScript ou autre langage, peut-être du Scala, du Python, je ne sais pas. C'est très bas niveau, donc c'est pour ça qu'on l'aime d'habitude en embarqué quand on développe du système d'exploitation, quand on travaille sur des petites cartes. Mais ce n'est pas toujours l'idéal parce que c'est un petit peu plus de 30 ans, donc bon, on peut passer un petit peu à autre chose. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter Rust et son application sur les microcontrôleurs, donc c'est-à-dire en fait toutes ces petites cartes électroniques, tous ces petits processeurs. Vous connaissez sûrement Arduino, ça fait pas mal de foin. Voilà, donc ça va être ce genre de petits microcontrôleurs. Certains appellent ça des mini-PC, mais bon, c'est pas exactement ça non plus. Et en fait, de programmer ces microcontrôleurs de manière un peu plus sympa qu'avec du C, on va se prendre un peu moins la tête et on va se faire aussi plaisir, parce que ce qu'on aime dans la programmation, c'est quand même aussi se faire plaisir. Et donc, pas réinventer la roue sans arrêt. Et donc, Rust permet un peu ça. Donc voilà, donc Rust, tel qu'il est marketé, on va dire, par Mozilla, c'est ce langage de programmation pour les systèmes, donc qui est censé tourner extrêmement vite, généralement à la même vitesse que le C, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, qui évite la plupart des segfaults, parce que quand vous programmez en C, souvent c'est ce qui peut arriver s'il y a des bugs ou s'il y a des petits problèmes, et aussi qui apporte des garanties sur tout ce qui est environnement multithreadé. Donc voilà. Il y a le site web, bien sûr, rust-lang.org. Donc ça, c'est les schémas habituels pour les langages de programmation. Les features, en fait, qu'on va trouver sur Rust, celles qui sont toujours présentées sur le site. Là, pour l'instant, c'est vraiment que le site. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des abstractions de haut niveau, mais surtout, ces abstractions, elles ne doivent avoir aucun coût. Aucun coût, pourquoi ? Parce qu'on veut que ça tourne vite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sémantique du move. Donc ça, on verra un peu plus tard, c'est par rapport au langage, pour apporter certaines garanties. C'est de garantie sur la sûreté au niveau mémoire, donc c'est-à-dire on ne va pas aller jardiner n'importe où en mémoire, on fait bien attention, et c'est le langage qui le prouve. Et ensuite, donc voilà, de programmation multithreadée sans race condition, sans data race. Ensuite, des abstractions, comme on disait, qui ont un coût zéro, mais donc type d'abstraction, ça va être des traits, ça va être les generics. Donc ça, c'est des choses qui en C, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Du pattern matching, donc ça peut-être aussi, si vous avez fait pas mal de langage fonctionnel, c'est des choses qui sont héritées de ce type de langage de programmation. De l'inférence de type, pareil, on sait, ça n'existe pas. Et un runtime minimal. Donc voilà. Donc là, on retrouve un peu le C. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une JVM, on n'a pas besoin d'un runtime énorme pour faire tourner. Donc par exemple en C++, il y a un petit peu ça. Et aussi une interaction avec le C efficace, quoi. Voilà, donc très rapidement, donc je vais vous parler du langage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont en fait au courant du langage, qui l'ont déjà essayé. Donc moi, ma conception, c'était juste de vous représenter le langage, peut-être pas trop, assez rapidement plutôt, mais histoire qu'on sache un peu tous de quoi on parle. Donc voilà, donc très rapidement sur l'historique, en fait, c'est surtout à l'origine d'une personne, donc Graydon Hoare, qui bosse pour Mozilla et Mozilla Research, donc Mozilla Labs, qui a travaillé sur ce langage depuis 10 ans. Et en fait, donc, il a beaucoup évolué, il y a eu pas mal de versions. La première version avait été annoncée justement il y a 2 ans, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un langage de programmation open source, donc tout est vraiment open source, le compilateur, les bibliothèques, tout ça. Et aussi, ils ont un mode de fonctionnement voilà, par comité, donc tout est ouvert, n'importe qui ne peut pas forcément faire partie d'un comité, bien sûr, il y a des élections par rapport à ça, mais c'est vraiment ouvert à toutes les bonnes volontés. Ce qu'on dit aussi, peut-être vous en avez entendu parler, c'est que la communauté Rust est très accueillante, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les communautés. En open source, on connaît un peu ça, quoi. Voilà, donc parmi les réalisations un peu majeures, en fait, dans le genre gros code, il y a bien sûr le compilateur de Rust qui est écrit en Rust.
Il y a Cerveau, peut-être vous en avez entendu parler. En fait, c'est le navigateur, c'est une nouvelle génération de navigateurs qui sert en tout cas de prototype pour Mozilla, pour tester pas mal de nouvelles choses. Donc, un des points principaux, c'est qu'il est multithreadé. Voilà, il y a des frameworks si vous voulez faire du web, donc type Iron. Il y a un émulateur NES. Il y a pour les personnes qui connaissent un peu Geoffrey, comment il s'appelle, Coupry, c'est ça. Donc il y a GNOME. Ça c'est pour les Nantais. Et en fait sur crates.io, en fait, vous allez retrouver énormément de bibliothèques. Voilà, on va appeler les bibliothèques en Rust, on va appeler ça des crates. Quelques généralités voilà, sur le langage un petit peu. Donc c'est la même chose qu'un peu tous les langages. Bien sûr, il faut travailler avec des types. Donc sachant que c'est un langage qui est orienté à typage fort. Donc voilà, donc on a tous les types primitifs de base. En fait, on va retrouver les entiers. Sauf qu'au contraire des langages généralement de haut niveau, où là on dit on a un entier, c'est tout, c'est un entier, on s'en fiche de sa taille en mémoire en tout cas. Ici, comme on est orienté système, on veut bien définir la taille des entiers. Donc voilà, on va avoir des entiers 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, signés, non signés, des flottants, pareil pour les caractères. Donc voilà. Le typage, donc voilà, il est typage statique, on peut typer explicitement ou par inférence. Au niveau du langage de programmation, ce qui est aussi intéressant, c'est l'intégration de UTF-8 dans les chaînes de caractères directement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un peu à l'encontre du C, où en C, en fait, on travaille avec juste des octets, quoi. On ne se prend pas la tête. Voilà. On a bien sûr des structures, comme tout langage qui se respecte un peu. Donc la définition, c'est assez simple. Alors, on est vraiment quasiment sur du C. Donc voilà, on définit structure point avec deux champs. On va bien sûr pouvoir un peu les instancier et les initialiser. Une des particularités un petit peu qui existe sur Rust, c'est un peu comme le Go. Je ne sais pas si vous connaissez ce langage de programmation. La syntaxe va avoir une certaine importance. En tout cas, elle va être vérifiée par le compilateur. Donc, en Rust, les coding styles en fait sont un peu imposés par défaut par le compilateur. Donc, c'est-à-dire quand on fait une structure, en fait, on va la noter en camel case. Voilà. Mais au contraire du Go, il n'y a pas d'aspect sémantique en fait. Ça ne veut pas dire un membre est privé ou il est public. Non, ici c'est juste le compilateur pour qu'il y ait un style homogène en fait dans tous les programmes écrits, toutes les bibliothèques écrites en Rust, les interfaces notamment. En fait, on va forcer, le compilateur force la syntaxe. Donc camel case pour des types. Bien sûr, il y a des options sur le compilateur pour éviter ça, hein. Mais bon, c'est pas très conseillé. Voilà, donc on peut avoir des énumérations. Ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport au C, donc je vais faire beaucoup de comparaisons au C, hein, on va un peu plus loin sur les énumérations, là où en C, généralement, c'est à peu près des entiers. Ici, on va avoir des types beaucoup plus compliqués, et ça regroupe en fait aussi un peu les unions, finalement. Voilà, des fonctions, rien de très compliqué. Voilà, toujours par rapport aux règles de nommage là, sur la syntaxe en fait, et les identifiants pour les fonctions. Donc ça va être du snake case avec des underscores, quoi. Donc ça c'est cool quand vous venez du C. Peut-être un peu moins quand vous venez de Java par exemple. Donc on a aussi un système de méthodes sur ces fameuses structures qu'on a définies. Voilà, donc avec certaines notations. Donc là où on a quelques particularités ici en fait, donc on va avoir le this en fait qui est sous cette forme-là. Donc généralement on l'appelle self en Rust. On a le et en fait c'est l'équivalent d'une référence en fait, donc ça va être un pointeur finalement pour ceux qui font du C. Et on parlera tout à l'heure de la mutabilité, enfin la muabilité en français je crois qu'on dit, mais bon, je ne suis pas toujours sûr. Voilà, et on peut effectivement créer des points, quoi. Appeler les méthodes, que ce soit statique ou alors sur l'objet. Pardon, hop. Bien sûr des conditions, mais bon, rien de spécial. Il y a quelques petits trucs sympas en fait. Il n'y a pas besoin forcément de parenthèses autour de la condition. Comme on a un typage fort, on sait très bien que c'est une expression booléenne qui doit se trouver ici, avant la collade.
Ça fait pas beaucoup de différence au niveau de l'écriture. Je ne sais pas si ça fait gagner du temps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est un peu sur le retour. En fait, on va pouvoir, sur le retour des fonctions, en fait, on va pouvoir se passer des points-virgules, quoi. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça. Des boucles, avec l'introduction en fait, de la boucle loop, qui est la boucle infinie. On va avoir bien sûr des ranges. Donc ça fait partie des choses de haut niveau qui sont introduites dans le langage. Donc quand vous venez du C, c'est génial. Vous retrouvez enfin ce que vous trouvez dans d'autres langages. Mince, je me trompe de touche à chaque fois. Du pattern matching. Voilà, là on commence à rentrer sur des trucs un peu plus avancés. Voilà, donc on va pouvoir. Donc on a un mot-clé match. Peut-être vous connaissez dans d'autres langages. Et donc, en fait, suivant le type ou la valeur du... donc ici, ça va être la valeur de raise, en fait, on va faire une chose ou on va faire autre chose, quoi. Par rapport à ça, il y a aussi des possibilités. Voilà, donc là, c'est si raise est de 2 jusqu'à 10. Donc voilà, on peut faire des choses assez compliquées. On peut mettre des conditions. Voilà. Donc ça peut être sur des types un peu plus compliqués que juste des entiers. Et donc voilà, là on a un exemple avec des formes. En fait, si on a une shape qui est de type circle, on va pouvoir déstructurer circle comme on fait en Python par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Python, pour récupérer en fait les champs center et radius, et on va pouvoir appeler draw circle. Et si c'est un rectangle, on fera quelque chose de différent. Voilà. Donc quand on vient du C, hein, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est super, quoi. Voilà, l'autre abstraction un peu de haut niveau, c'est finalement c'est les traits. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est traits. On peut apparenter ça un peu aux interfaces. L'idée étant souvent de dire que oui, la programmation par objet avec l'héritage, tout ça, ça ne fonctionne pas, quoi. Finalement, on se débrouille mieux avec des interfaces. Et donc les traits, c'est un peu similaire sur l'utilisation. Donc on va définir un trait, on va pouvoir implémenter en fait un trait pour un objet, pour une structure, quoi. Et voir plusieurs traits. Donc ça permet de faire des choses un peu plus complexes. Et donc quand on travaille en termes d'interface, enfin entre bibliothèques, entre logiciels, c'est vrai que c'est un petit peu plus de cohérence, c'est un petit peu plus d'intérêt que juste de la programmation objet avec de l'héritage, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple en fait qui est fait juste pour expliquer un peu ce qu'on peut faire sur les traits. Donc on définit un trait et en fait on fait son implémentation pour le type entier 32 bits, quoi. Et donc c'est un trait de type période. Voilà, donc ça permet aussi potentiellement de faire écrire du code de manière plutôt plus lisible en tout cas. Donc voilà, ça ouvre pas mal de possibilités sur la lisibilité du code et d'écrire les choses un peu autrement, quoi. Voilà. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de faire des génériques. Donc c'est beaucoup utilisé. Voilà, il y a quelques patterns de développement qui sont classiques, hein, sur les variants, en fait, tout simplement, où on va avoir un variant sur un type. Donc par exemple une option. L'option, c'est soit on a une valeur, soit on n'a rien, et la valeur, elle peut être de n'importe quel type, quoi. Donc c'est des schémas assez habituels. On a la même chose sur le résultat, en fait. Par exemple, on va avoir des API qui retournent un résultat. Elles vont prendre deux types, en fait. Elles vont prendre le type du résultat ou alors une erreur, quoi, le type d'une erreur pour cette API. Donc ça permet, quand on vient du C, en fait, souvent ce qui se passe, c'est quand on fait de la gestion d'erreurs, c'est du nul. On retourne un pointeur et puis on retourne nul si jamais il y a une erreur, quoi. Donc là, ça permet d'être un peu plus précis parce qu'on va pouvoir retourner un type. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Non, c'est bon. Voilà, une des autres abstractions sympathiques, c'est les closures. Donc voilà, bon, je sais pas, je vais pas vous expliquer tous à quoi ça sert. Mais la notation est un peu particulière, donc c'est une notation avec des tirets, quoi, qui va permettre de créer des fonctions et un peu de les spécialiser en quelque sorte, quoi. Et une des choses qu'on aime notamment, nous, quand on vient du C, en fait, c'est que c'est le système de macros. Alors en C, c'est un peu bâtard, mais on arrive à faire des trucs très sympas, voire à se prendre la tête aussi.
Donc les macros en C, c'est généralement préprocessé. En fait, c'est tout simplement une transformation textuelle. Là, en Rust, ça va beaucoup plus loin. En fait, la macro, c'est vraiment intégré au niveau du langage. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas travailler avec du texte, on va travailler avec des expressions, on va travailler avec des types, on va travailler avec des blocs. Et donc, on est vraiment dans le langage. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, la notation, en fait, c'est tout simplement, ça va être un identifiant avec un point d'exclamation à la suite. Voilà, ça, c'est ce qui montre une macro. Et typiquement, voilà, le printf, le println, c'est une macro. Et donc, en fait, c'est intéressant, parce que c'est une macro, et donc elle a plusieurs arguments, et en fait, on va pouvoir travailler avec le type des arguments. Et donc, en fait, cette macro, elle va pouvoir faire les vérifications de type, par exemple. Elle va pouvoir parser un petit peu la string ici, et vérifier que les types correspondent, par exemple, si on a défini des types, sur ce qu'on veut imprimer. Donc, voilà, sinon, il y a pour créer, là, ici, un vecteur avec 3 entrées, donc voilà un peu la syntaxe pour définir des macros. Faut être honnête, c'est pas le genre de truc qu'on fait sans arrêt. Là, on commence à rentrer dans les trucs, c'est plus pour s'amuser, souvent. Ça peut apporter beaucoup de choses, en fait, après, au niveau du code, mais il faut être honnête, ça reste souvent assez compliqué à mettre en place, ou en tout cas à comprendre et à relire par derrière, Donc, comme toujours, quand ça devient un peu compliqué, c'est un petit peu moins utilisé, ou plus, en tout cas, voilà, c'était la fin, pardon, hop. Voilà, donc ça c'était un peu par rapport au langage, la syntaxe, un petit peu de sémantique aussi, mais un des points vraiment très très particuliers sur Rust, ça va être tout son système de gestion mémoire, en fait. C'est là où c'est nouveau, c'est là où ça change tout. Donc qu'est-ce que vous connaissez au niveau gestion mémoire? Généralement, on a ce qu'on a en C ou en C++. En fait, on fait des allocations et des désallocations, Sauf qu'on le fait explicitement. Sauf que ça peut créer des problèmes, parce que des fois, on désalloue 2 fois un objet, ou alors on oublie de le désallouer, donc on a des fuites mémoire. Donc une des solutions qui a été inventée, c'est le garbage collector, dont vous devez être familier, par exemple, si vous faites du Java, mais généralement, des fois, familier négativement. C'est que vous n'avez plus besoin de gérer les allocations, vous allouez des nouveaux objets, et puis ils sont désalloués automatiquement un jour. Votre programme il est arrêté pendant 2 secondes, vous ne savez pas pourquoi. C'est le garbage collector qui travaille. Donc voilà, donc c'est sympa aussi, ça évite de se prendre la tête sur la gestion mémoire, mais on a effectivement ce problème, c'est le fait que les garbage collectors peuvent être très, très invasifs. Donc sur Go, par exemple, ils ont essayé d'améliorer ça énormément, en ayant des performances plutôt bonnes, je crois que c'est autour de 200 millisecondes, ou 10 millisecondes, je ne sais plus, sur les cycles de garbage collection. Mais voilà, là l'idée c'est en fait, non, on ne veut pas ça, on ne veut pas de garbage collector, parce qu'on sait qu'en système, on ne peut pas se permettre de s'arrêter tout d'un coup par un composant qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, donc en fait, la manière de faire est un petit peu différente. C'est qu'ils n'ont pas forcément inventé, en fait, il y a des travaux de recherche autour de ça, mais il y a ce qui s'appelle l'ownership au niveau des objets, en fait. Et donc, on va allouer les variables généralement, et on va pouvoir après garder l'ownership. Et en fait, le compilateur va suivre vraiment la vie de la variable, bien sûr avec des contraintes pour que ça soit plus facile à gérer. Et il va pouvoir analyser ça de manière complètement statique sur votre code, et il va savoir quand est-ce qu'il va falloir désallouer ou quand est-ce qu'il va falloir allouer. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ensuite, il y a d'autres cas où en fait, on va avoir un peu comme en Swift, on va avoir du reference counting, tout simplement. On va regarder l'utilisation de la variable, et quand il y a plus personne, quand la dernière personne à l'utiliser lâche, en fait, on va tout simplement désallouer la variable. Donc la notation, en fait, est basée sur le type box, en fait, en Rust. Donc c'est assez intéressant, Alors, je ne sais plus comment j'ai fait. Hop, pardon. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi cette sémantique du move. C'est que l'objet ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Donc en fait, on définit une variable ici, v. Ensuite, on dit que V2 c'est égal à V.
Et en fait, on va avoir un problème ici à l'utilisation de V, quoi. C'est-à-dire que V en fait est déjà utilisé par V2, donc le println ne va pas fonctionner. Donc ça peut paraître super, super embêtant au début. En fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main au fur et à mesure de l'utilisation de Rust, quoi. C'est-à-dire que là, on travaille avec des valeurs plutôt qu'avec des références. Donc je ne sais pas si vous faites un peu la distinction par rapport aux deux choses. C'est que d'habitude, on travaille en référence. Par exemple, quand on est en Java, c'est quasiment que des références. En C#, il y a un peu les deux notions. Enfin, peut-être il y a les deux notions maintenant en Java 8, 9. Non, toujours pas. Voilà, donc ça va être juste des pointeurs sur un objet, quoi. En fait, on travaille avec une référence sur cet objet. Donc, ce qu'on passe à une fonction, ça va être une référence à cet objet. Là, potentiellement, ça va pas être le cas, en fait. Ce qu'on passe, ça va être des valeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte et comprendre. Et ça veut... Par contre, on va se dire tout de suite, oui, mais c'est embêtant, si on passe des valeurs de structure un peu complexes, ça veut dire qu'il y a des copies quand on fait des appels de fonctions ou des choses comme ça. Et donc, non, faut faire, justement, le compilateur est suffisamment intelligent pour lui, après, vous cacher ça, quoi. En fait, lui, il va utiliser des références dans le code qui est généré. Par contre, au niveau du langage, on travaille avec des valeurs. Voilà, donc pour la suite, donc c'est un peu le même problème en fait. On fait plusieurs appels de fonctions en fait sur le print qui ne fonctionne plus. Et donc c'est le deuxième print ici qui ne fonctionne plus parce que pourquoi? C'est qu'on a donné à V ce box new 5 et après ce qui se passe, c'est qu'on le passe en fait. On l'a donné au premier print et donc le print le consomme en quelque sorte. Il le consomme. Et donc ça veut dire que la V n'est plus disponible. En fait, il s'est fait consommer une première fois, la valeur n'est plus disponible. Donc le deuxième appel ne va pas fonctionner. Donc un moyen de contourner ça, ce serait en fait de rendre la valeur V. En fait, la fonction qui va consommer la valeur V en argument, elle va retourner la valeur V. Et donc comme ça, on va pouvoir l'utiliser la deuxième fois sous la forme de V1. Donc pour ceux qui peuvent être un peu familiers, c'est ce qu'il y a, c'est un peu dans la même logique que toutes comment ça s'appelle en anglais, en français, toutes les formulations un peu SSA dans les compilations et autres, c'est qu'en fait les variables on peut les utiliser qu'une fois. Une fois on peut pas les modifier. En fait, on va les modifier et on va les affecter à une autre variable. C'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref. Donc c'est un peu embêtant parce que c'est un peu chiant à écrire du code comme ça, quoi. Je veux dire, où on crée des variables parce qu'après on a V12 à la fin de la fonction. Donc non, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le borrowing. Donc c'est tout simplement utiliser une référence en fait sur cette variable-là. C'est super bateau. C'est voilà. Donc on a défini V. Et on crée en fait on va passer en paramètre en fait une référence sur V. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, ça emprunte la ressource, ça ne va pas juste en fait la prendre et la posséder. Donc là, on peut faire en fait les deux prints à la suite. Voilà. Donc ce qu'apporte ensuite Rust, donc on essaie de construire par rapport à ça, ça va être en fait de rendre ces références immuables. Donc c'est-à-dire on ne va pas pouvoir modifier V, quoi. Voilà. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas modifier V, en fait, on peut créer autant de références qu'on veut, on peut les passer à qui on veut, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y aura pas de problème de race condition, il n'y aura pas de problème il y en a plusieurs qui ne lisent pas la même valeur, il n'y a personne qui la modifie. Donc déjà, on a une sûreté par rapport à ça, de cohérence sur la valeur de V. Et donc, comment on fait si on veut rendre justement V modifiable? Donc on fait une référence muable, enfin j'espère que c'est ça le mot français, mutable en anglais. Et voilà, on rajoute tout simplement ce petit keyword mute juste derrière la référence. Et donc ici on va pouvoir faire une modification sur V. Alors ça c'est des notations un peu comme en C en fait, où une fois qu'on a référencé, on travaille avec une référence. Du coup, il faut ensuite déréférencer si on veut travailler sur la valeur, quoi. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que par contre, là, on peut, dès qu'on a une référence muable, en fait, pour garantir justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs personnes qui accèdent à la même variable en même temps et qui font des modifications, le langage ne tolère qu'une seule référence muable à la fois, quoi. Oups, c'est ça. Voilà. Et donc, autant
Il n'y a pas d'heure. Voilà. Donc si jamais on avait une première référence ici sur V et qu'on essaye en fait de récupérer une autre référence muable sur V, on va avoir une erreur, quoi. Voilà, donc des types d'erreurs, quoi. Et donc pourquoi on n'en a pas ici? En fait, c'est tout simplement parce que c'est une histoire de scope, quoi. En fait, c'est à l'intérieur du scope de l'appel de fonction, quoi. Là, alors qu'ici, on est dans le scope de la fonction parente, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, c'est la partie toujours super compliquée avec Rust. Mais ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que c'est un peu compliqué au début à prendre en main, mais une fois qu'on a compris le principe, ça se passe pas mal. Au début, on se bat avec le compilateur, on fait mais c'est quoi toutes ces erreurs? Pourquoi il me prend la tête? Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît simple. Et non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le compilateur, en fait, il vous montre que non, des fois, vous réfléchissez pas suffisamment, quoi. Nous, notamment, quand on vient du C, en fait, on va allouer un truc et puis on le passe à n'importe qui. Des fois, on se prend pas forcément la tête. C'est plus simple. Tout le monde y a accès. Tout le monde peut faire ce qu'il veut dessus. Sauf que c'est comme ça que les bugs ils sont créés. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de secret. Et donc là, l'avantage, en fait, c'est que le compilateur, il vous dit tout de suite, quoi. Il vous dit non, mais attends, là, tu fais un truc, mais c'est pas une bonne idée, quoi. C'est un peu borderline. Si tu es très bon, ok, il n'y aura pas de souci, mais si tu fais pas attention, potentiellement, il y aura des soucis. Et ça, on sait tous que le vendredi soir, on est un petit peu moins attentif. Donc là, le compilateur est là pour nous rattraper, pour nous taper sur les doigts. Et il va un petit peu plus loin, et c'est là qui est assez intéressant, en fait, le travail sur le compilateur de Rust, c'est qu'en plus, généralement, il essaye de vous proposer des solutions par rapport aux erreurs qu'il va trouver, quoi. Voilà, donc c'était une petite aparté pour vous dire que c'est compliqué, mais on est aidé un peu par le compilateur. Donc après l'avoir détesté quelques semaines, après on se met à l'aimer. Voilà. Donc l'autre point un peu embêtant, donc par rapport à ça, c'est la durée de vie des objets, quoi. Ça c'est pareil, c'est quelque chose des fois on fait pas toujours attention. Là en fait le langage il fait attention pour vous et vous force à y faire attention, quoi, en fait. Quand vous faites des objets, c'est pas pour une durée indéfini, ça va être pour une durée bien particulière. Donc là, vous allez être obligé de raisonner par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc ici, typiquement, ça permet de trouver certains problèmes. En fait, donc on va avoir un scope ici, là. Enfin, donc on fait un bloc. Donc une fois qu'on sort du bloc, en fait, on va perdre ici le C puisqu'il est défini dans ce bloc-là. Dès qu'on sort du bloc, C n'existe plus. Il est plus référençable. Sauf que là, on a dit que A, en fait, ça allait être une référence sur C. Et après, on essaye d'écrire A, quoi. Donc A, il existe toujours en sortie de bloc. Par contre, en fait, comme C n'existe plus, on ne peut plus avoir de référence sur C en sortie de bloc. Donc voilà, donc ça va être le genre d'erreur qu'on va pouvoir trouver. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de très compliqué. C'est assez classique. C'est plus pour vous expliquer qu'ensuite, voilà, il faut gérer ça avec l'ensemble des spécificités de Rust, donc notamment sur le borrowing. Et voilà, donc ça peut aussi un des sujets aussi, c'est tout simplement, oui, ça s'arrête pas forcément à la structure, on va aller chercher aussi les méthodes en dessous, mais pareil, je veux dire, ça c'est du bon sens. Donc si vous faites une référence sur un champ, bien sûr, on va regarder la durée de vie de l'objet parent. Voilà. Donc, comme je vous en parlais rapidement tout à l'heure, donc l'autre manière de gérer la mémoire, ça va être sur du reference counting, donc où on va en fait tout simplement allouer des objets de type en fait reference counting. Donc ça va être aussi des sortes d'encapsulation, un peu c'est comme les smart pointers en C++. Où donc vous avez un entier ici qui est en fait encapsulé dans un compteur, et vous travaillez avec ce nouvel objet, quoi. Et donc, bien sûr, vous avez des limitations. Donc, si vous voulez l'utiliser plusieurs fois, après, il y a des fonctions pour tout simplement le cloner. Ça va vous permettre de l'utiliser plusieurs fois. Donc, c'est la fonction clone qui va faire le comptage, quoi, l'incrémentation. Et automatiquement, en fait, puisqu'on sort des scopes, on a le destructeur qui est appelé sur le clone. Donc ça fait ça décompte, quoi, ça décrémente. Voilà, je passe un peu rapidement là-dessus. Je voulais peut-être dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais? Non, je voulais rien dire.
Est-ce que je voulais dire? C'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, il y a l'autre particularité en fait par rapport à ça, c'est la gestion de la concurrence. Donc notamment avec dès qu'on va créer des threads et on va passer ces données entre les différentes threads, donc on va avoir des limitations sur ce qu'on va pouvoir passer en fait comme type de données entre ces différentes threads. Voilà, donc là si on a un tableau muable, qu'on essaie de le passer à différents threads où on va faire en fait des incrémentations, on va avoir un problème parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la valeur, en fait, on a travaillé sur les valeurs ici, et donc on l'a déjà passé une première fois à la première thread. Dès qu'on va essayer de le passer à une deuxième thread, en fait, ça ne va pas passer, quoi. Donc là, on utilise d'autres manières d'encapsuler. Donc en fait, on va faire du reference counting, mais cette fois-ci, donc c'est un autre type qui s'appelle ARC qui permet en fait de le faire de manière multithreadée, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu verbeux. En fait, on se dit, purée, on se prend quand même pas mal la tête pour écrire du code sûr, c'est sûr. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, c'est presque normal, quoi, en fait. Et on se dit, des fois, finalement, on fait juste pas attention, quoi. Et ça marche, il n'y a pas de souci, quoi, jusqu'au jour où ça marche pas. Jusqu'au jour où on a ce petit bug qui nous prend 3 semaines, parce que en fait, c'était un cas super isolé, un cas d'une race condition ou un truc comme ça, quoi. Donc là, l'avantage, en fait, c'est que ça, on les a pu, quoi. Donc, c'est plus chiant quand on programme la première fois, mais on évite ces soirées super longues pendant 3 semaines à se prendre la tête sur un cas qui arrive une fois sur 10 000, quoi. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve en fait sympathique aussi, c'est que tout ça, c'est géré dans le langage, mais en fait, c'est géré par le système de type, quoi. Par le système de type et comment la mémoire est gérée. C'est-à-dire qu'en fait, dans Rust, il n'y a pas vraiment il n'y a pas cette notion de thread, quoi, en fait. Il n'y a pas de notion de thread. C'est juste qu'on sait que par le typage, on ne va pas pouvoir déplacer, on ne va pas pouvoir donner à ces fonctions qui créent des threads, on ne va pas pouvoir donner des valeurs et donner la même valeur à plusieurs threads, tout simplement à cause du typage. Et donc, en fait, on arrive à dire, voilà, au début, j'avais juste un tableau, qui était un tableau d'entier, quoi, un vecteur. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour qu'il fonctionne correctement, pour que je puisse manipuler ce tableau dans plusieurs threads, je ne peux pas le donner tel quel, en fait. Il va falloir que j'utilise un mutex, il va falloir que j'utilise du reference counting sur la fin, quoi. Et donc, en fait, on va annoter le type, on va l'encapsuler comme ça pour dire, OK, le tableau en tant que tel, je ne peux pas le partager entre plusieurs threads. Par contre, si je l'encapsule dans ces autres types, je vais pouvoir, en fait, maintenant le manipuler dans plusieurs threads, quoi. Donc, je trouve ça assez sympa. Bien sûr, comme je vous disais, c'est super verbeux. Mais voilà, donc c'est le prix à payer en fait pour avoir quelque chose de sûr, quoi. Donc cet avantage, comme je vous dis, c'est aussi un avantage de documentation. C'est-à-dire que quand vous lisez cette ligne-là sur un data, vous savez que bon, ok, c'était un tableau de 1, 2, 3, quoi, mais pourquoi il y a ce arc, pourquoi il y a ce mutex, quoi. Donc vous savez tout de suite que oui, il y a une utilisation un peu particulière qui va être faite sur ce tableau, quoi. Ça ne va pas juste être un tableau dont on ne va rien faire. Là, on sait que c'est un tableau qui va être passé en paramètres. Donc par exemple, quand on va avoir des interfaces, potentiellement, si on a des interfaces avec des types un peu complexes, on va savoir en fait comment fonctionne le type, on va savoir quelles vont être les contraintes sur le type. Donc ça permet en fait d'avoir une documentation directement par le langage et par le type, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres gestions de la concurrence. Donc typiquement pour échanger des données entre des threads. Donc là aussi le typage est assez sympa. C'est-à-dire qu'on va créer par exemple un channel pour parler entre deux threads. Mais ce qui se passe, c'est que quand on crée un channel, en fait, on va obtenir une réponse avec finalement deux objets. On va avoir un objet TX et un objet RX. Et donc là, ce qui devient intéressant, c'est que voilà, si on spawn une thread, on va lui donner TX. Et nous, on va garder en fait RX. Et ce qui est intéressant, c'est que TX, une fois que je l'ai passé en fait à la thread, TX, je ne peux plus l'utiliser. Donc, juste par le typage, en fait, là, je m'assure que j'aurai jamais de mauvaise utilisation de TX. Et ça sera que la thread qui va pouvoir transmettre des données, quoi, sur ce channel. Et pareillement, ici, ça pourra être que moi qui va recevoir en fait quelque chose sur le channel. Donc, voilà, c'est assez sympa, je trouve.
Bref, je vais me dépêcher parce que je prends beaucoup de temps sur le langage. Tout ça pour dire voilà, que Rust va essayer du coup de gérer la mémoire pour vous de manière un petit peu contraignante. C'est vrai que ça, au niveau programmation, c'est plus contraint. Vous passez peut-être un peu plus de temps. Vous allez vous creuser la tête aussi pour peut-être réarchitecturer un peu les choses. Mais bon, c'est aussi pas mal des fois de réfléchir un peu à ce qu'on écrit et à ce qu'on design. Voilà. Donc ça évite aussi l'utilisation d'un garbage collector. Et après, bon, voilà, on a toutes les sûretés sur le multithreading, les corruptions mémoire et autres. Voilà. Très rapidement, voilà, bon, il y avait les types, comme je vous disais, le pattern, option et tout ça, ça évite les nuls. Donc quand on est en C, ça, enfin, nul, c'est souvent décrit comme la 1 milliard, ouais, non, c'est pas ça, 1 billion dollar error, comme quoi en fait, le mec a inventé nul et c'est complètement fougé. Et ça a créé des bugs pour tout le monde, alors que c'était pas nécessaire en fait de créer nul. Donc voilà, je vous parlais des gestions des erreurs avec Result, où on utilise les génériques pour typer. Voilà, il n'y a pas d'exception en Rust, effectivement, parce que tout simplement, c'est trop coûteux. Et donc, je ne sais pas si vous aimez les exceptions ou pas, mais un des gros problèmes des exceptions, c'est que pour la documentation, c'est juste affreux. C'est-à-dire que si vous avez une bibliothèque, donc typiquement en Python, par exemple, vous avez une bibliothèque, en fait, potentiellement, cette bibliothèque, elle va vous remonter des exceptions dont vous n'êtes même pas au courant. Donc, si vous écrivez une bibliothèque, soit vous trappez toutes les exceptions avant qu'elle puisse, pour qu'il n'y ait aucune fonction, rien ne puisse remonter en fait à l'utilisateur de cette bibliothèque, soit vous laissez faire et c'est la merde. Bref, tout ça pour dire petit aparté. Mais voilà, mais revenons sur les microcontrôleurs et tout ça, parce qu'on va se dépêcher. Juste, on va faire tout simplement un exemple Hello World pour aller vite. Donc, si on fait un Hello World en Rust, donc ce qui est bien, c'est que Rust, comme tous les langages modernes, il vient avec plein d'outils. Donc, vous avez un gestionnaire de package, en fait, un gestionnaire de bibliothèque, donc qui s'appelle Cargo. Donc, c'est lui qui va gérer les crates. Donc, bien sûr, il y a quelques jeux de mots. On peut créer du coup un nouveau projet applicatif super simple. On fait un Cargo New. On dit que c'est un binaire, c'est-à-dire une application plutôt qu'une bibliothèque. On l'appelle Hello. On va dans le répertoire. On fait un Cargo Run. Ça va le compiler et ça va l'exécuter. Hello World, super. Il n'y a pas eu de souci, c'est nickel. Juste pour vous montrer très rapidement, en fait, ça va générer à l'intérieur du coup un cargo.tom. C'est un peu comme les packages.json et tous ces trucs-là. C'est là qu'on va définir les dépendances et les différents attributs sur l'application, donc quel est l'auteur, entre autres. Et on a un répertoire source avec les sources. Donc l'extension pour les fichiers Rust est .rs. Donc on a ce fichier main.rs. Quand on va le voir, en fait, super minimal. C'est une fonction main. On fait un print d'Hello World et ça fonctionne. Voilà. Maintenant, ça, c'était sur votre machine, quoi. Donc, maintenant, si on va essayer de faire ça sur une machine sans OS, voilà. Donc, dès qu'on va essayer de travailler sur une autre machine, ou en tout cas développer pour une autre machine, souvent on fait appel à ce qu'on appelle la cross-compilation, c'est-à-dire que vous travaillez sur votre machine, vous développez sur votre machine, vous compilez sur votre machine. Par contre, ce n'est pas pour votre machine que vous compilez, c'est pour une autre architecture, enfin potentiellement une autre architecture, en tout cas une autre machine. Nous, comme on parle de microcontrôleurs, on va aller sur les trucs les plus connus. Donc, on va partir sur du ARM Cortex M3. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans pas mal en fait de tout petits devices. Si vous connaissez un peu Arduino, il y a l'Arduino 0, c'est un M0, un Cortex M0. Donc, c'est un peu la même famille de microcontrôleurs, très très petits. Je ne sais pas pourquoi il y a une ligne qui est partie. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Bien sûr, on va utiliser le compilateur Rust. Par contre, on va utiliser pas forcément la version stable, mais plutôt la version Nightly. On va utiliser ce qu'on appelle un linker. Donc pour ça, on va utiliser celui de la suite GCC et certains autres outils, Object Copy, Object Dump et autres. On les prend par contre, bien sûr, pour notre architecture cible, c'est-à-dire ARM. Et finalement, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Xargo. En fait, c'est une sorte de wrapper, voilà, pour encapsuler Cargo et pour faciliter la cross-compilation. Donc ça, c'est vraiment un bon outil pour ce qu'on cherche à faire. Ça nous enlève une grosse épine du pied. Voilà, donc pour débugger, ensuite, on peut utiliser GDB, donc avec les intégrations Eclipse et autres, si vous aimez les interfaces graphiques, avec le support ARM. Peut-être vous connaissez OpenOCD, donc c'est dans le cas où on va, en fait, comme on n'a pas forcément, on est sur des toutes petites cartes, en fait, souvent on les débug avec une sonde de debug, sonde JTAG par exemple, et donc OpenOCD, c'est ce qui permet de dialoguer avec ces sondes-là. Ça se connecte directement avec GDB.
Et là, pour faire simple, en fait, on va plutôt qu'utiliser une carte, on va utiliser QEMU, qui est un simulateur en fait de machine. Donc, c'est capable de simuler des microcontrôleurs. Voilà. Donc, si on reprend notre fichier main.rs et qu'on essaye de le faire, en tout cas de le faire tourner sur un microcontrôleur, voilà, on a quelques modifications quand même au niveau du code. Et donc, parmi les modifications assez importantes, c'est dans un premier temps, voilà, ici on va enlever en fait nos standards. En fait, on dit tout simplement on ne veut pas de la bibliothèque standard. Pourquoi on n'en veut pas? C'est parce que en fait, elle est généralement linkée avec votre OS. C'est elle qui va utiliser les appels système de votre OS, par exemple, pour faire le printf, quoi. Pour ouvrir un fichier ou pour faire d'autres choses. Donc là, on est sur un microcontrôleur, on n'a rien, on n'a pas d'OS, on tourne ras les pâquerettes, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc on le dit. On n'a pas de main non plus parce que, comme en fait un peu un OSTD, quand vous êtes sur un OS, il y a pas mal de choses qui se passent quand vous lancez votre application la première fois. Donc avant le main, il y a d'autres choses qui se passent. Donc là, c'est pareil, on n'a pas tout ça, on ne veut pas de main. Et la dernière étape, en fait, c'est par rapport au runtime. En fait, on a besoin de quelques petits trucs. Voilà, donc notre main, en fait, on va le remplacer par une fonction start. Donc ici, elle ne fait pas grand-chose, on va juste déjà la faire boucler. C'est une fonction qui ne retourne jamais. Donc il y a une petite notation en Rust pour dire quand une fonction ne retourne jamais. Une petite annotation ici. Donc là, c'est pareil, c'est si vous avez déjà regardé un peu les exécutables, comment c'est fait. Parfois, pour le debug, en fait, certaines fonctions sont manglées, comme on dit. Donc le nom des fonctions rajoute en fait les namespaces ou les types. Donc ici, on demande de ne pas le faire. Donc voilà, la fonction start, elle continuera de s'appeler start dans le binaire. Je vous parlais tout à l'heure de lang-item, en fait, donc c'est le runtime, et donc en fait, voilà, le runtime, comme je vous disais qu'il est minimal, il est vraiment minimal. En fait, on a juste besoin d'une fonction, et cette fonction-là, c'est la fonction en fait pour panique, quoi. C'est-à-dire quand votre programme il va crasher, en tout cas, il a trouvé un comportement qui n'était pas normal. Il y a besoin d'une fonction pour arrêter le programme. Là, comme on est sur du bare metal, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Donc, c'est une fonction vide. Voilà. Donc voilà, là, on a écrit notre runtime, c'était une fonction. Et ensuite, une petite particularité, donc là, c'est plus si vous avez déjà développé sur microcontrôleur. En fait, ce qui se passe, c'est que votre microcontrôleur, en fait, il faut qu'il démarre, quoi. Et donc, pour démarrer, il a un endroit particulier en mémoire où il va aller chercher la première fonction. Et là, c'est ce qu'on définit, en fait. On définit la fonction de reset et on dit il faut utiliser start, quoi. Donc voilà. Donc quand votre contrôleur il va démarrer, il va aller le voir en mémoire et là, il va aller voir qu'il y a une référence sur start. Boum, il va sauter sur start. Voilà. Donc ça, c'est pour le main. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup plus de code, en fait, pour l'instant, en tout cas. On a rajouté un peu de runtime et on a rajouté une spécificité pour le démarrage, quoi. Ensuite, on a besoin d'un autre fichier, en fait, c'est ce qu'on appelle un fichier target, ça c'est pour la compilation. Donc on reconnaît quelques petits trucs si vous connaissez un peu LLVM, voilà. Donc ça c'est pour définir l'architecture, la taille des entiers de certains types. Voilà. Donc on définit l'architecture, le CPU. En fait, la première partie, en tout cas, c'est des options qui sont passées directement à LLVM, en fait, qui est utilisé par le compilateur Rust. Donc, ils ont basé, en fait, Rust, c'est surtout un front-end sur le framework de compilation LLVM, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est développé par Apple, notamment. Donc, voilà, il y a CLang, qui est le compilateur C d'Apple. Swift a été développé pour LLVM, en tout cas. Sur LLVM, pardon. Ensuite, on a besoin d'un linker particulier. Donc, nous, on veut notre linker ARM. On définit une autre target pour LLVM. On n'a pas de runtime pour le compilateur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas d'OS. Quelques options pour le linker. Et le reste, on va passer dessus pour l'instant. Mais juste pour vous dire, c'est une target 32 bits et elle est en Little Indian. Bref, ça, c'est des fichiers, vous les trouvez. Il n'y a pas besoin de les réécrire. En fait, il y a un ensemble de fichiers de base qui existent déjà, quoi. Voilà. Donc on parlait de notre fameux linker. En fait, le linker, c'est ce qui va prendre votre binaire et qui va l'arranger en mémoire pour que tout coïncide bien par rapport à votre plateforme. Donc vous, la plupart du temps, sur un OS, on s'en fiche parce qu'en fait, c'est l'OS qui va gérer ça. Mais là c'est un peu particulier. En fait, sur un microcontrôleur, on va avoir des zones mémoire un peu particulières. On va avoir généralement une flash, c'est là qu'on va téléverser le programme, c'est là qu'on va le maintenir. Il va potentiellement être exécuté depuis cette flash. Et il aura aussi une mémoire RAM, c'est là où il va allouer en fait ses objets.
Donc voilà, et là on est obligé, comme on a des contraintes, en fait, on n'a pas l'OS qui va nous cacher la taille de la RAM ou la taille du disque. Là, c'est des contraintes très fortes, donc en fait, on est obligé de les définir très précisément. Donc ici, on a une flash qui fait 256K, elle est à l'adresse mémoire 0. On a une RAM qui fait 64K, elle va avoir en fait une adresse mémoire différente. Donc voilà, donc c'est mappé sur ce qu'on appelle l'espace d'adressage à des adresses bien particulières. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir les périphériques on va les retrouver aussi à des adresses bien particulières, quoi. Donc tout ça, quand vous faites sur un OS, en fait, vous faites pas attention à ça forcément. Et ensuite, voilà, on définit un peu où est-ce que chaque partie doit aller. Donc on avait notre vector table tout à l'heure qui était là. On dit elle se met au tout début de la flash. Donc c'est ce que je vous disais. Ça, c'est une convention avec le microcontrôleur. Il sait qu'au tout démarrage, boum, il va regarder le premier octet de la flash. Il va y trouver en fait le stack pointer. En fait, il va y retrouver l'endroit en RAM où est-ce qu'il va commencer à écrire en mémoire. Donc on initialise un registre avec ça. Et ensuite, en fait, c'est là où on met le deuxième octet, ça va être, le quatrième octet, ça va être en fait la référence vers la fonction start pour le démarrage. Donc je passe un peu rapidement là-dessus. Voilà. Et ensuite, on peut builder. Donc, pour builder, on va utiliser notre Xargo plutôt que Cargo. On lui spécifie bien que notre target, c'est le Cortex M3. Donc, c'est ce fameux fichier JSON qu'on a écrit. Il build. Bon, il y a un petit warning, mais ça, c'est du code en fait mort. Lui, en tout cas, il est mort parce qu'il est utilisé par le linker. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier pas pour faire un Hello World. Donc, si vous revenez le main.rs, on voit qu'on n'a pas fait tant de modifications que ça. Et là, ça y est, on a notre premier code qui est capable de tourner sur un microcontrôleur. On n'a finalement pas fait grand-chose. On a surtout utilisé les outils qui existaient. Donc, Xargo est venu à faire la compilation, la cross-compilation pour nous. C'est super. Par contre, on a besoin de connaître un petit peu de choses sur l'architecture. Donc ça, c'est des fichiers .json, mais ils existent déjà en fait, parce que la plupart des architectures ARM, en tout cas, ont été couvertes. On a besoin de connaître, par contre, comment fonctionne un peu un linker, quoi. Et donc, on a vu, le runtime est vraiment minimal. En fait, il y a juste une seule fonction. Par contre, on est encore loin du hello, quoi. On n'a pas écrit le hello world, en fait. Et donc, si on veut écrire le Hello World, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Souvent, sur nos cartes, en fait, il faut communiquer avec la carte. Et donc, un des moyens de communiquer le plus simple, c'est généralement d'utiliser la liaison série. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le truc qui était avant USB, quoi. Il y a 20 ans, non ? Combien ? Donc voilà, ça existe toujours, c'est le moyen le plus utilisé. Et donc, on va travailler avec ça, avec les périphériques qui sont dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va écrire des drivers, des drivers de périphériques, des pilotes de périphériques, pour parler en français. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est, en tout cas sur ces architectures ARM, comme la plupart finalement, les périphériques qui sont ce qu'on dit memory mapped. C'est-à-dire que pour accéder à un périphérique, pour le contrôler, en fait, on va juste aller taper sur une adresse mémoire en lecture ou en écriture, quoi. Donc, voilà. Pour ça, après, nous, on utilise en C généralement, on va utiliser des structures, par exemple, pour dire, voilà, le layout, la représentation en fait mémoire, elle va être associée avec une structure et ses champs, quoi. Donc, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, ça sera plus parlant. Une des autres choses dont on fait attention, c'est que voilà, souvent le compilateur il fait des optimisations sur les accès mémoire. C'est-à-dire que si vous accédez 2 fois à la même espace mémoire, à la suite, souvent le compilateur il va vous dire mais en fait il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a personne qui a modifié cet accès mémoire entre temps, donc en fait il suffit d'en faire un. Sauf que pour les périphériques ça a une importance. Potentiellement le fait d'accéder à la mémoire va provoquer quelque chose dans le périphérique, et donc accéder 2 fois à cet espace mémoire ça peut provoquer 2 choses différentes. Donc si le compilateur il en enlève une, en fait le comportement n'est pas celui attendu. Donc voilà. Donc en C, on a un attribut qu'on appelle volatile pour forcer en fait des accès sur une référence en mémoire. En Rust, on va utiliser des fonctions qui sont exposées dans une bibliothèque cœur de Rust et qui sont en fait basées sur ce qu'on appelle les intrinsics de LLVM, quoi. Voilà, donc on ne va pas se rendre la tête, on va travailler avec quelque chose que quelqu'un a déjà fait. C'est surtout une sorte de wrapper qu'il a écrit. Donc on va utiliser cette bibliothèque core pointeur. On va définir en fait une structure qu'on appelle read-write. En fait, ça va être, on va pouvoir en fait sur un type particulier faire des lectures-écritures. Et l'implémentation
qui est ici. Donc c'est plus pour vous montrer en fait qu'en fait voilà, on accède et on peut faire des reads volatiles ou on peut faire aussi des writes volatiles sur ce type, quoi. Et donc on voit bien que le write, on a besoin d'une référence muable. Donc là, on est toujours sur les problèmes de typage dans Rust, quoi. Voilà. Donc si on regarde le code un petit peu, si j'y arrive. Voilà, c'était comme ça, c'était bon, j'y étais réussi. Voilà, par exemple. Donc on a tout un ensemble de périphériques qu'il va falloir initialiser, en fait. Donc voilà. Donc on définit l'utilisation de cette fameuse bibliothèque dont je vous parlais, et on va définir en fait un type sur un RCC device. Voilà, qui définit en fait en mémoire. Donc là, on voit les, je sais pas si vous voyez bien en gris, là, on voit les offsets en fait en mémoire, c'est-à-dire à l'adresse 0 plus une adresse potentielle en mémoire. En fait, on va accéder à un registre qui s'appelle CR. Si on rajoute 4 octets, en fait, on va accéder à un registre qui s'appelle config, là, CFGR, un autre CIR. Et en fait, en contrôlant, en mettant des données là-dessus, on va pouvoir configurer le périphérique et faire fonctionner le microcontrôleur. Donc, si on regarde... merde. Voilà, par exemple, là, on a l'UART. Donc, l'UART, c'est ce qu'en fait, c'est la liaison série, on appelle ça une UART. Donc, on va pouvoir définir cette structure qui va mapper ce qu'on a en mémoire et certaines fonctions dessus. Et donc, il y a une fonction d'initialisation qui va aller configurer certaines choses et va écrire des valeurs dans les registres de CR1, là, ici, de configuration. On peut aussi savoir si on peut transmettre des octets sur cette liaison série. Donc on a défini une fonction pour ça. Pour faire ça, en fait, il faut qu'on aille lire la valeur d'un registre, donc le fameux un registre SR. On teste sa valeur et en fait, on va retourner si on peut écrire, quoi, suivant la valeur qu'on aura obtenue. Et on peut aussi écrire un bit. Donc pour ça, on fait un test pour savoir si on peut transmettre. Et on va écrire dans le registre DR. Et on va écrire un byte, quoi, un octet. Voilà. Ouais, c'est fini. Non, c'est à 20. D'accord, bon. Voilà, donc juste pour vous dire que voilà, ça fonctionnait à peu près. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je suis désolé. Si vous avez des questions très rapidement, on peut en discuter aussi après, je suis dispo, quoi. Ouais, ouais, vas-y. Oui. Voilà, justement. Donc ça fait partie des choses dont je n'ai pas forcément discuté, mais qui, à mon avis, manque en fait. Donc bref, peu importe. Est-ce que je vais réussir à aller... Voilà. Bon, il y a certaines choses. Voilà. En fait, pour l'instant, il manque quelques petites choses pour aller vraiment beaucoup plus loin et faire un peu tout ce qu'on veut. C'est notamment tout ce qui est pile réseau. Et de mon point de vue, en tout cas, il manque l'équivalent d'une bibliothèque comme Arduino qui, en fait, va te montrer... C'est pas vraiment un OS, mais tu vois, c'est une sorte d'abstraction de tous les périphériques bas niveau. Voilà, tu as juste à faire un serial.println, quoi. Mais c'est relativement facile, en fait, parce que tu vois, là, le code que vous n'avez pas vu tout le code, mais le code que j'ai écrit, en fait, ça y est, là, il est capable de faire le Hello World. Et justement, grâce à Rust, en fait, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un HAL, qui est l'Hardware Abstraction Layer. En fait, c'est tout simplement de dire, voilà, au lieu de taper dans les registres, nous, on veut un println, quoi. Je veux dire, on ne veut pas se prendre la tête. Quand on envoie un paquet réseau, on veut pouvoir faire un socket ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est ce qu'offre souvent l'OS, mais on peut le faire de manière plus simple sous cette forme-là. Et donc, c'est assez sympa avec Rust, justement. C'est comme on n'est pas en C, on a des abstractions de haut niveau. Donc, on va pouvoir utiliser, par exemple, les traits. Et on va pouvoir utiliser le typage pour faciliter justement la création de ce genre d'abstraction. Voilà. Pas d'autres questions? Si? Non? On finit là? Bon. Merci. Merci.